Oui, 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 ça je m'en ai mon gré. Tu veux dire un mot d'abord ou... Bien, bonsoir à toutes et à tous, selon la formule. Merci d'être aussi nombreux que la semaine dernière, c'est toujours un peu rassurant quand on revient devant un auditoire. Alors, la semaine dernière, j'ai présenté un peu les grands éléments principaux de ce droit du travail. Et dans cette deuxième séance, je voulais parler avec vous, puisque ce qui est intéressant, c'est que, moi je parle pendant 1 heure, mais après on débat ensemble, donc partager avec vous sur la question de la mondialisation. Droit du travail et mondialisation. Alors cette question, elle va être prolongée la semaine prochaine sur un sujet plus particulier qui sera quel droit du travail dans une Europe en crise. C'est l'intitulé d'un ouvrage tiré d'une recherche européenne entre 11 pays européens, et donc la semaine prochaine c'est avec ma collègue, et c'est surtout elle qui vous présentera cette recherche, l'une des collègues avec qui on a mené cette étude. Donc la semaine prochaine, on parlera plus particulièrement de ces rapports entre crise, donc actuellement crise, droit du travail, Europe, moins mondialisation. Aujourd'hui, donc, on étend très largement sur cette question de la mondialisation et de savoir quels sont les impacts de la mondialisation sur ce droit du travail. La question, elle est d'abord de savoir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de mondialisation, et je vais essayer de chercher avec vous quelques définitions. Ensuite, on va parler, je pense, principalement, on va s'interroger ensemble sur la question de savoir si on peut envisager un droit international commun. Évidemment, la mondialisation, c'est le fait de pouvoir aller d'un bout à l'autre du monde en un clic de souris. C'est d'abord ça, aujourd'hui, la mondialisation. Et à travers ça, est-ce que donc si notre souris, si l'Internet ne connaît pas de frontières, est-ce que le droit, lui, pourrait se passer de frontières? Donc une interrogation qui est déjà assez ancienne. Est-ce que on peut envisager un droit commun? Même au Moyen Âge, on parlait du droit commun des gens. Donc c'est pas une interrogation qui est nouvelle. Aujourd'hui, la question, elle est renouvelée avec une grande circulation des travailleurs, et dans un deuxième temps, on essaiera de parler un petit peu de cette question de la mobilité des travailleurs qui, en Europe, se traduit par une grande liberté de circulation. C'est un principe inscrit dans le traité depuis 1957, et avec une autre liberté qui est la liberté de prestation de services, et la troisième, la liberté d'établissement. Mais cette deuxième liberté de prestation de services, c'est celle qui donne lieu à de grands débats aujourd'hui autour de ce qu'on appelle le détachement des travailleurs. Donc si dans un premier temps on s'intéressera à cette interrogation sur un droit international, un droit transnational, existe-t-il, peut-il être envisageable, on ira dans un deuxième temps vers des questions plus concrètes et actuelles sur, les autres sont très actuels aussi, mais plus concrètes et débattues, médiatiques peut-être, sur les questions de liberté de circulation dans l'Union européenne. Alors d'abord, je disais, de quoi parle-t-on
quand on parle de mondialisation. J'ose pas vous mettre les premières diapositives que j'ai préparées parce qu'il y a tellement de textes que vous allez passer votre temps à essayer de lire et vous n'allez plus m'écouter. Donc ça, c'est toujours dramatique avec les PowerPoint, je m'en méfie beaucoup. Donc là, comme en l'occurrence j'ai mis trop de texte, voilà. Donc à travers ces termes, mondialisation, en réalité, il y en a trois qu'il faut envisager: mondialisation, globalisation et internationalisation. Mondialisation, c'est certainement celui qui est le plus utilisé, c'est sans doute celui qui est le plus générique, en quelque sorte, qui recouvre des réalités qui sont anciennes. C'est un phénomène qui est lié aux communications. Le premier qui a fait ça, du moins pour les pays occidentaux, c'est Christophe Colomb. Et effectivement, à partir du moment où on a commencé à relier les continents, et on a commencé bien avant lui, on a commencé les premières mondialisations. Ce qui veut dire aussi contact entre les gens, puisque notre droit du travail, j'ai bien insisté la semaine dernière, ça fait que c'est d'abord un droit où l'humain est au cœur de ce droit. Donc dès lors qu'il y a des contacts humains, on va être concerné. Donc effectivement, cette mondialisation, c'est d'abord un rapprochement des personnes, c'est l'abaissement des frontières. Alors chaque époque a eu sa manière de traiter les frontières, c'est-à-dire d'exporter ses frontières dans d'autres pays, et puis on a appelé ça des colonies, enfin des comptoirs d'abord, puis des colonies après. Ensuite, on a créé d'autres types de frontières, et ce faisant, on a créé un grand nombre aussi d'États, de pays nouveaux. Il faut bien comprendre que du point de vue juridique, à chaque fois qu'il y a un État, ça veut dire un système juridique propre, des règles propres, puisque le droit, c'est l'un des problèmes, et celui dont on a parlé aujourd'hui, c'est qu'il s'arrête aux frontières. Ça fait longtemps que ça a été dit, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Ça veut dire effectivement que chaque État souverain édicte son droit, ses règles, qui peuvent être différentes d'un pays à un autre. Tout le problème après qui se retrouve par rapport à cette mondialisation, à ces échanges. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ce qu'il y a de très nouveau à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, ce sont bien évidemment les moyens de transport. Là où il fallait 15 jours pour aller de la France vers l'Indochine, il faut aujourd'hui une nuit en avion. On travaille un jour d'un côté, on passe la nuit dans l'avion et on peut retravailler, frais et guillerets bien sûr, le lendemain dans l'autre pays. Et encore, là, on est dans des communications réelles. Mais il y a également, alors là c'est beaucoup plus récent, depuis 20 ans, on a les communications dématérialisées. Ce que je citais tout à l'heure, l'Internet qui fait que dans la même journée, on dialogue vraiment, sans échanger, sans verbaliser un mot, mais on dialogue à la fois avec des collègues qui sont en Chine, d'autres qui sont au Canada, etc. Donc la planète, avec la dématérialisation de la communication, est devenue un petit jardin et même un petit bureau. Dans votre bureau, vous communiquez avec tout le monde. Alors ce qui est vrai évidemment de la vie quotidienne va se retrouver va se retrouver déjà à l'échelle de l'humanité avec des rapprochements considérables. On est dans une époque où il n'y aura bientôt plus de différence de civilisation. C'est-à-dire que les McDonald's, les magasins Zara ou H&M sont présents absolument partout.
et ça je pense que tout le monde ici a voyagé, et l'une des choses qui frappe quand même beaucoup quand on va déjà dans les capitales européennes, mais maintenant quand on va aussi jusque en Chine, aux États-Unis ou ailleurs, c'est que les grandes enseignes dans les rues sont toutes les mêmes. De temps en temps, on en voit une un petit peu particulière. Bon, ça c'est aussi l'anecdote. J'ai une tante qui, une fois, est allée faire un voyage touristique en Thaïlande. Elle était ravie, évidemment, elle est revenue avec plein de souvenirs. Et puis, après, elle dit, bon, ben, j'ai ramené des affaires. Mais le lendemain, j'ai tout trouvé sur le marché de Sarlat, et Sarladaises. Bon, effectivement, même ce qu'on peut ramener de local, finalement, a déjà voyagé avant. Alors ça, c'est déjà le deuxième volet, qui est celui de la globalisation. La globalisation, c'est un terme que nous utilisons assez peu en France parce qu'il est issu du vocabulaire anglais et du vocabulaire économique. Comme les économistes et les gestionnaires aiment beaucoup un vocabulaire avec beaucoup d'anglicisme, c'est la globalisation, évidemment. Et la globalisation, elle concerne les échanges plutôt économiques. Donc là, nos communications, elles se retrouvent côté économique, c'est-à-dire qu'on va délocaliser la comptabilité, par exemple, parce que ça se fait très bien par ordinateur, que justement avec mon petit clic de souris tout à l'heure, j'ai rapidement communiqué les comptes de telle ou telle entreprise. Donc on va avoir des services qui vont se trouver, ce qu'on appelait délocalisés, dans des pays qui ont le savoir-faire. Dans le cadre de cette mondialisation dont je parlais, on a des échanges très importants et je dirais même aujourd'hui toutes les universités du monde sont en concurrence pour faire dans l'international, avoir des conventions d'échange, recevoir des étudiants étrangers, etc. Même, je ne sais pas si vous avez suivi le débat assez récent autour de l'anglais à l'université. Entre nous, ça fait longtemps qu'à l'université, on n'avait pas attendu que le ministre nous dise qu'on pouvait faire des cours en anglais pour le faire là où ça avait un sens. Mais le but n'est pas tant d'accueillir des étudiants étrangers qui font l'effort de parler français, mais d'aider aussi nos Français à parler anglais. Bon, ça c'est une petite parenthèse, mais qui fait partie aussi de cette mondialisation, globalisation, une langue commune. Et c'est très bien d'avoir une langue commune, fût-elle la langue de certains pays, fût-elle l'anglais. On avait imaginé à un moment une langue européenne que personne ne connaissait. Donc une langue commune qui est la langue de la mondialisation. D'ailleurs, il n'y a que les Anglais qu'on ne comprend pas et qui ne la comprennent pas. Donc c'est bien que c'est une langue internationale. C'est le globish d'ailleurs. Donc, dans cette globalisation de l'économie, on a un vecteur commun avec la langue. On a des services qui peuvent être rendus dans des pays où les niveaux de compétences sont considérablement élevés, avec des jeunes populations qui, pour les élites, sont allés dans les pays occidentaux faire leurs études, et aujourd'hui les pays qu'on appelle émergents ont des universités aussi de très haut niveau. Donc tout ça, ça fait qu'on a une globalisation de l'économie avec la délocalisation de services, avec de l'industrie qui se délocalise. Ça c'est évidemment notre réalité économique française, l'industrie qui part ailleurs, comme on dit. Alors, derrière ça, il y a plusieurs éléments. La délocalisation de l'industrie, c'est la autre anecdote, une collègue française qui arrive dans un colloque à Paris et elle commence son intervention en expliquant qu'elle est arrivée à Paris, elle pensait qu'il faisait pas très froid, elle a eu très froid à l'arrivée et elle est allée s'acheter un manteau. Évidemment, il n'y avait que des manteaux made in China.
Pour une Chinoise, c'était un peu bizarre de venir à Paris pour s'acheter un manteau made in China, et d'expliquer qu'en réalité, il avait certainement été découpé, cousu au Bangladesh, passé en Chine pour avoir un complément quelconque, et arrivé à Paris, on avait quand même cousu les boutons pour pouvoir mettre quelque part Paris sur le manteau. Autrement dit, nos vêtements ont souvent fait beaucoup plus de milliers de kilomètres que nous avant d'arriver sur notre dos. Et cela parce que effectivement, on est sur des concurrences qui sont des concurrences, entre autres, de main-d'œuvre. Mais pas seulement. Et la délocalisation de l'industrie n'est pas forcément uniquement une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on a aussi un rapprochement vers des pays qui sont des pays consommateurs. Et lorsque on observe ce qui se passe dans ces pays dont on parle le plus, les plus grands évidemment, pour parler aussi de ceux que personnellement je connais mieux que d'autres, la Chine, le côté de l'Asie, on a des pays où l'industrie se développe considérablement, avec des problèmes, je crois que j'ai évoqué la dernière fois, avec des problèmes qui sont aussi des problèmes de conflit du travail extrêmement importants. Évidemment, les pays en question communiquent sur ce qu'ils veulent, en particulier quand on pense à la Chine ou au Vietnam, la communication est quand même encore mise un peu sous cloche, beaucoup. Et on ne sait pas qu'il y a énormément de grèves, mais qui sont des grèves spontanées, des grèves totalement illégales par rapport au droit local, parce qu'il y a une demande de plus en plus forte de salaire, de hausse des salaires. La hausse du niveau de vie est une excellente nouvelle, la hausse du niveau de vie chinois, la demande de consommation des Chinois est une excellente nouvelle évidemment pour la France qui peut-être pourra garder quelques industries ou quelques services. Donc mondialisation, globalisation de l'économie avec des échanges d'un point de vue industriel qui sont importants, mais évidemment, dans cette globalisation, on a une concurrence qui va se jouer, qui est une concurrence en grande partie sur la main-d'œuvre. La main-d'œuvre la moins chère actuellement, elle est au Bangladesh. On a vu ce que ça faisait, dans un irrespect total de toutes les règles dont je vais vous parler ensuite, par des entreprises qui pourtant ont signé X chartes et codes de bonne conduite, de responsabilité sociale des entreprises et autres. Bon, malheureusement, dans les décombres de ces immeubles, on ne pouvait pas nier les étiquettes et les noms qui étaient sur les étiquettes. Et là, on voit que les bonnes paroles, les engagements sont pas toujours respectés. Et alors justement, ça m'amène au troisième terme que je voulais évoquer, qui est l'internationalisation. L'internationalisation, ce sont ces rapports entre les pays. Et ici, le terme d'internationalisation m'intéresse d'un point de vue juridique et donc d'un point de vue de ce qu'on va appeler le droit international. Est-ce qu'on peut avoir un droit international qui permette de, selon des termes empruntés au droit européen, qui permettent d'harmoniser, d'uniformiser, de coordonner des droits entre eux? Ça, c'est ce que l'Union européenne essaye de faire depuis 60 ans. C'est extrêmement difficile. Ça nécessite donc de mettre en place des droits qui sont des droits qui vont être non seulement internationaux, mais aussi supranationaux. Le droit européen communautaire, le droit de l'Union européenne, par exemple, met en place un droit supranational. Je vais peut-être tout de suite vous expliquer comment ça fonctionne, même si ce n'est pas dans le plan exactement que j'avais prévu.
Pourquoi un droit supranational? La différence entre un droit international et un droit supranational. Un droit international, c'est un droit qui est accepté par différents États et qui va être appliqué dans les différents États. On peut dire que les traités, par exemple, dont les traités fondateurs européens, font partie de ce droit international. De ce point de vue-là, ce sont des actes juridiques qui sont les actes juridiques les plus anciens, les plus courants. Les traités, c'est du contrat, d'un point de vue juridique. Le traité, c'est du contrat. Qu'est-ce que c'est qu'un traité? Un accord entre deux ou plusieurs chefs d'État qui sont souverains, donc chefs d'État ou de gouvernement, ça dépend des constitutions des pays. Chacun se rencontre, on se rappelle de la rencontre du drap d'or, donc c'est pas très nouveau. On se rencontre entre chefs d'État, on se met d'accord, on signe un beau parchemin et on rentre chez soi. On revient chez soi et là on peut réactualiser et on voit revenir en France Monsieur Mitterrand ou Monsieur Sarkozy avec un nouveau parchemin, ça s'appelle traité de Maastricht, traité de Lisbonne. Oui, c'est quoi ça? Oh ben c'est un traité, ça fait tout de suite plus chic, mais en réalité c'est du contrat. Ils se sont mis d'accord entre chefs d'État, de gouvernement, bon, avec quelques fonctionnaires, évidemment, quelques centaines de fonctionnaires pour les aider derrière. Et on est arrivé à un acte. Cet acte, c'est un traité. Si, parce que tous les pays ont une constitution et ont des règles à respecter, si on ne fait pas rentrer ce traité dans les normes nationales du pays, eh bien, on ne pourra pas en avoir l'application. Et là, vous connaissez tous, à travers les deux noms que j'ai cités, les difficultés que ça a posées. Traité de Maastricht, en France, on dit bon, on va soumettre ça à un référendum, on est persuadé que tout le monde est d'accord, ça va être le oui général, et comme on aime bien faire des plébiscites référendum, on y va. Mais ça n'a pas donné le résultat qu'on espérait. Le traité de Maastricht, ça a été oui, mais de justesse, un petit oui. Là, on s'est dit peut-être qu'il ne faudra pas recommencer. Problème, les Français en avaient pris goût et considèrent que quand c'est un traité européen de ce niveau-là, c'est bien de les consulter. D'où finalement pas beaucoup de choix. Quand arrive le traité de Lisbonne, on dit on va faire un référendum. Pour expliquer à tout le monde que c'est un excellent traité. Et là, déchaînement, alors je ne rentrerai pas évidemment dans les détails parce qu'il y a beaucoup de données et de débats qui sont des débats très nationaux pour éviter d'expliquer les grands débats qui sont d'ordre européen. Et là, on a eu le non au traité. À partir de là, le bel accord ne pouvait plus s'appliquer. L'accord qui est signé au niveau des traités européens nécessite l'unanimité, parce que c'est du droit international, qu'on a créé une organisation d'un type très particulier, c'est une organisation internationale, mais c'est une organisation à vocation d'intégration. Et cette vocation d'intégration fait que, à partir du moment où les pays ont adhéré, pour modifier l'acte fondateur, il faut l'accord de tous, sinon ça ne peut pas rentrer en application. Mais une fois que c'est rentré en application, alors bon, pour le traité de Lisbonne, on a trouvé une solution, après on a rectifié un petit peu, on a changé, et puis on l'a proposé au Parlement, le Parlement a dit oui, puis ça va. Donc il est rentré finalement en vigueur avec quelques modifications. Mais ça, c'est pas le sujet complètement du jour, c'est pour vous expliquer que quand on a ce traité, on est dans du droit international, donc on doit faire rentrer ce traité dans l'ordre interne. Mais le traité européen, il a ceci de particulier que, à l'intérieur du traité, eh bien, il prévoit
tout un ordre juridique nouveau qui, lui, ensuite, va s'appliquer directement. C'est ce qu'on appelle les directives, les règlements européens. Et là, ça rentre en vigueur directement, et c'est du droit qui est directement applicable, qui donc là est complètement transnational, mais surtout supranational, parce que quand il est adopté au niveau des instances européennes, eh bien, il s'impose aux États membres. Avec, c'est une particularité de l'Union européenne, ça n'existe pas sur toute cette manière-là dans les autres organisations internationales, avec une grande spécificité qui est le contrôle par la Cour de justice de l'Union européenne, Cour de justice qui est véritablement une juridiction supranationale. On est dans du supranational parce que lorsque la Cour de justice de l'Union européenne rend une décision, la décision s'impose à toutes les juridictions suprêmes, pourtant, des États membres. Notre Cour de cassation, notre Conseil d'État, qui sont les juridictions les plus élevées de notre ordre judiciaire, eh bien, ces juridictions doivent se plier, revoir leur jurisprudence, dès lors qu'elle n'est pas en accord avec la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, de cette manière-là, c'est un exemple, on a construit un ordre juridique supranational et des règles transnationales. Si finalement, je n'avais pas prévu de le faire comme ça, mais si finalement, je prends l'exemple du droit européen, c'est que c'est le modèle le plus élaboré jusqu'à présent de cette construction transnationale et supranationale. À côté de cette organisation européenne, il y a d'autres organisations internationales qui créent depuis longtemps déjà du droit international. Et c'est plutôt par elles que je voulais commencer. Et je vais tout de suite vous parler donc, de ces organisations internationales qui adoptent et qui créent donc du droit international, ce droit qui pourrait être un droit commun. Dans l'exemple que je viens de vous donner, en commençant par l'Union européenne, on a bien un droit commun aux aujourd'hui 28 pays membres de l'Union européenne. On a un droit commun à 28 pays. Est-ce qu'on peut imaginer un droit qui pourrait être un droit planétaire? L'imagination, elle est venue depuis déjà longtemps. Du côté de la spécificité qui nous réunit, là, le droit du travail, il y a une grande organisation qui est l'Organisation internationale du travail. L'OIT, qui a son siège à Genève, pas très loin d'ici, l'OIT est la grande organisation en matière de droit du travail, mais l'OIT est rattachée à l'organisation, elle, à finalité plus politique, qu'est l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU. Effectivement, c'est une caractéristique du XXe siècle. Au cours du XXe siècle, ont été créés un nombre important, et je dirais même de plus en plus important au fil du siècle, d'organisations internationales avec des finalités diverses. Ces organisations internationales, elles se distinguent dans les rapports entre États, elles se distinguent des rapports classiques, traditionnels, en ce sens précisément qu'elles sont sur des modèles d'association. Derrière l'organisation, il faut comprendre qu'on a une association et donc une forme
qui est une forme permanente. On avait de tout temps des rapports internationaux qui étaient des rapports justement entre chefs d'État. On se rencontrait, on signait un traité, on avait des rapports bilatéraux, plus rarement, mais de temps en temps des rapports avec plusieurs chefs d'État. On était aussi dans des époques où précisément les moyens de communication n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. La nouveauté avec ce qu'on appelle les organisations internationales, c'est qu'on a créé des organisations qui sont, je vous disais, des formes d'association. Pourquoi je rapproche de l'association? Parce que nous sommes tous dans cette salle, je suis sûre, membres d'une association quelconque. Dans une association, comment est-ce que ça marche? Il y a des adhérents. Les adhérents sont réunis une fois par an en assemblée générale. L'assemblée générale élit un conseil d'administration qui lui se réunit de temps en temps, et il y a un bureau qui est plutôt l'organe permanent qui fait fonctionner l'association tout au long de l'année. Nos organisations internationales ne sont pas très différentes dans leur mode de fonctionnement. Si on prend, vous pouvez prendre l'ONU, c'est la même chose, mais on va prendre en l'occurrence l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Chaque année, au mois de juin, vous avez la grande conférence internationale du travail, qui est en général la deuxième semaine de juin, très grand forum autour du travail. C'est là qu'on fait venir des personnalités, il y a un grand nombre de chefs d'État qui vont faire un discours. Vous en souvenez peut-être, on a parlé par exemple de l'intervention de Aung San Suu Kyi il y a 2 ans, et ça a été un moment fort de cette conférence, mais aussi avec des retombées d'ordre politique. Ce qui montre que par le biais de ces organisations qui pourtant ont une finalité autour du travail, le travail c'est bien aujourd'hui tout le mode de fonctionnement de nos sociétés, et il y a des aspects qui sont des aspects d'ordre politique. Donc l'Assemblée générale, conférence internationale du travail au mois de juin, et pour le reste, un conseil d'administration qui a un rôle important dans les lignes générales, lignes politiques de cette organisation, et un bureau international du travail, le BIT. C'est justement dans les bureaux du BIT, qui sont de très grands locaux à Genève. C'est bien, ils sont juste en face de l'OMC. Enfin, l'OMC est plus récente, pas tout à fait la même vocation, mais celui-là, c'est vraiment de chaque côté d'une petite rue. Et donc, le Bureau international du travail, qui a des succursales, on peut dire, partout dans le monde, il y a 40 bureaux régionaux, qui a ces bureaux dans le monde, là, fonctionne à longueur d'année. Alors, cette organisation internationale, elle est une organisation d'abord juridique, on peut dire, dans le sens où elle produit des normes. Alors au niveau international, on aime bien utiliser le terme de norme, qui est un terme standard, mou, flou. Bon, ça évite, on ne peut pas utiliser loi au niveau international, donc les normes, ça a quand même un aspect obligatoire. Et cette organisation internationale, donc elle adopte des conventions en particulier, qui sont en principe obligatoires vis-à-vis des États membres, qui sont les adhérents de cette organisation. Mais on peut s'interroger, est-ce que ça a un intérêt d'adopter des normes sur l'utilisation des produits chimiques, sur l'interdiction de la céruse dans les travaux de je ne sais pas quoi, voilà. Alors on a des normes qui sont des normes très techniques et qui sont censées être mises en œuvre par l'ensemble des États membres. Combien d'États membres à l'OIT? 185. L'ONU comprend 192, elle a 192 États membres,
l'OIT 185, donc vous voyez, on n'est pas loin de la totalité. Avec, ça c'est l'une des particularités des organisations internationales, avec des États qui ont tous la même voix, alors que les États membres, il y a aussi bien la Chine, la Russie, les États-Unis, que le Vanuatu, et le tout dernier, je crois, c'est le Tuvalu. Voilà, je cherchais son nom. Me demandez pas exactement de me mettre sur le globe, mais le Tuvalu, qui doit être quelque part dans le Pacifique, le Tuvalu est le 185e, il me semble, État, ou le 182e de l'OIT. Donc, il y a beaucoup d'États qui, ayant acquis leur indépendance plus récemment, ont adhéré. Ça a été une grande question. Est-ce qu'on devient une organisation universelle ou est-ce qu'on reste une organisation qui était au départ une organisation essentiellement de pays industrialisés? Ça a été créé au début du XXe siècle. Enfin, les origines sont une association, qui était essentiellement une association d'entrepreneurs au début du XXe siècle. Et puis, ça a été repris par le traité de Versailles, 1919, et c'est le traité de Versailles qui a véritablement créé l'Organisation internationale du travail. Organisation internationale du travail qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale, qui a continué ses travaux, avec une déclaration extrêmement importante en 1944, qui est la déclaration de Philadelphie. Alors, je vais peut-être faire un arrêt sur image pour la déclaration de Philadelphie. Je ne sais pas très bien où est ma... Voilà, je me suis permis de vous mettre quelques textes. Alors, traité de Versailles, traité fondateur, avec ce premier point, le travail ne doit pas être considéré comme une marchandise ou un article de commerce. Bon, ça c'est bien, on en a parlé la semaine dernière. La personne humaine est au cœur de la question du travail. Et c'est un leitmotiv qu'il faut répéter sans cesse. Ce serait bien que ça soit bien inscrit sur le fronton du BIT pour que les gens de l'OMC puissent le voir. Comme c'est en face, il vaut mieux le mettre sur le fronton d'en face. Effectivement, c'est malheureusement une question qui revient et qui est toujours d'actualité. Si je vous ai mis, ça c'est parce que en 1944, pour revenir en quelque sorte sur les fondamentaux de la création de cette organisation, il y a une déclaration à Philadelphie, tout simplement parce qu'on est en 1944 et que le siège de l'OIT avait été temporairement parti d'abord au Canada et puis s'était réuni ensuite donc à Philadelphie. C'est une déclaration qui contient toutes les règles essentielles de reconnaissance précisément de la personne du travailleur. Et vous avez, je crois, dans la bibliographie que vous évoquiez tout à l'heure, l'ouvrage d'Alain Supiot sur l'esprit de Philadelphie. Voilà, je recherchais son titre, l'esprit de Philadelphie. Et dans l'esprit de Philadelphie, qui est donc un petit ouvrage, Alain Supiot tire véritablement une sonnette d'alarme en disant il y avait un esprit dans cette déclaration qui était précisément l'homme au cœur d'une machine qui est une machine économique. On a toujours compris, et personne ne nie dans le monde du travail, que c'est l'économie qui est la locomotive. Le problème, c'est que
ça fonctionne si le premier wagon, c'est celui des droits sociaux, c'est celui du respect de la personne humaine. Or, on a l'impression que maintenant, il y a beaucoup d'autres intérêts économiques qui ont été mis derrière la locomotive et qui précèdent les droits sociaux. Et là, je peux que vous conseiller également, dans une écriture différente, le petit fascicule de Mireille Delmas-Marty, qui est une conférence sur justement la mondialisation et le droit du travail, qui est là aussi, je sais, et qui justement revient beaucoup sur cette question de l'OMC et du peu de cas que l'on a fait au moment de la création de l'OMC, des grandes valeurs qui étaient celles des lendemains des deux guerres mondiales. Si vous regardez ces dates, 1919-1944, c'est quand même après des périodes les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. On est là dans des guerres mondiales. Et l'humain était replacé en premier. Respect de l'humain dans tous les domaines, évidemment. On avait tenté la SDN en 1919. On créera l'ONU en 1945, des organisations politiques pour essayer d'éviter les conflits armés, mais aussi donc le respect de la personne au travail. Et ce que l'on va voir se développer, c'est après essentiellement 1944-1945, mais sur ce terreau-là, c'est la question des droits sociaux et des droits économiques et sociaux. Encore une fois, l'aspect économique, c'est pas un gros mot de dire économique pour un travailliste. Il y a un point que je n'ai pas mentionné qui est essentiel, c'est que quand on parle de l'Organisation internationale du travail, on parle de la seule organisation dont les membres délibérants, donc les adhérents sont les États, mais les personnes, les représentants, sont à la fois des représentants des États, deux personnes, et des représentants des employeurs et des syndicats de travailleurs. Chaque État, à l'OIT, est représenté lors de la conférence internationale, donc de cette Assemblée générale, par 4 personnes, 2 nommées par l'État, un qui est le représentant des employeurs et un qui est le représentant des travailleurs. C'est la seule organisation qui existe qui est faite de cette manière-là. Alors évidemment, entre nous, ça n'a pas manqué de poser un certain nombre de problèmes. On appelle ça le tripartisme. Et ce tripartisme, il est prôné à travers tout le fonctionnement de l'OIT. Et il est également prôné pour le fonctionnement de tout ce qui relève des questions sociales dans les États. L'OIT conseille évidemment partout d'appliquer cette règle du tripartisme. On en parlera peut-être pour la France lors de la dernière rencontre. Mais ce tripartisme, il a posé quelques problèmes au sein de l'OIT parce que il est revenu comme un boomerang d'un point de vue politique. Tripartisme, bon alors c'est très beau, les États, les employeurs, les salariés. Quand on est dans un pays comme la France, ça n'a pas l'air de poser beaucoup de problèmes. On comprend bien que les organisations d'employeurs vont envoyer un représentant du MEDEF, que les syndicats vont bien arriver, les syndicats de travailleurs vont bien arriver à se mettre d'accord pour envoyer un représentant, et puis l'État donnera ses 2 représentants. Oui, ça fonctionne bien, et c'est fait pour des pays comme celui-ci. Maintenant, quand la Chine, surtout aux belles heures de l'époque d'avant l'économie socialiste de marché,
où l'URSS, qui était envoyé de représentants de l'État, ça ne pose toujours pas de problème, mais le représentant des employeurs, c'était un représentant évidemment des entreprises d'État. Les entreprises d'État, qui est-ce qu'elles avaient à leur tête? Évidemment, des dirigeants nommés par l'État. Bon, et le syndicat, c'est un syndicat unique qui est forcément issu du Parti communiste, c'est écrit dans la Constitution. Et ça, c'était vrai pour l'URSS, c'est encore vrai aujourd'hui pour la Chine, c'est vrai aussi pour le Vietnam. Donc évidemment, vous pensez bien qu'on a beau parler questions de travail, conditions de travail, les agents chimiques, la céruse, etc., ça n'empêche que les débats politiques restent dans cette conférence, en particulier internationale du travail, très, très présents, et qu'à chaque fois, dans ce que j'évoquais comme forum du social, eh bien, c'est des questions qui reviennent. Au temps de la guerre froide, ça a amené même un retrait des États-Unis de l'OIT. Donc, des frictions importantes. Actuellement, vous avez des frictions très importantes à propos des travailleurs palestiniens. Donc, on retrouve ces grandes questions politiques. Mais la finalité, c'est donc de développer les droits sociaux. Et la devise de l'OIT, qui est la première phrase de son préambule, est la suivante: attendu qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. On voit ici se rejoindre le politique et le social. Et en plus, sans doute, je dirais, la plus grande vérité qu'on puisse mettre en avant et qui devrait être la devise de la mondialisation. Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la justice sociale. De tout temps, on a toujours su que les révolutions étaient les révolutions des ventres vides. Donc on se demande comment on peut encore avoir des États qui n'aient pas compris cette leçon et qui continuent à avoir une certaine misère. Donc vous avez cette autre phrase qui est tirée aussi du préambule, la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays. C'est ce qui aurait justifié que dans les statuts et dans la constitution de l'OMC, il y ait ce qui était souhaité, ce qu'on a appelé une clause sociale. Et la clause sociale, elle pouvait être tirée de cette vérité qui est que si on veut améliorer le sort des populations réellement, eh bien, il faut qu'il y ait une concurrence raisonnable ou raisonnée, comme on veut. C'est-à-dire une concurrence raisonnable ou raisonnée. Il est normal, puisqu'on est parti du postulat qu'on est dans des économies libérales, libre-échange, mais il faut que la concurrence soit, entre guillemets, loyale, et que cette concurrence ait d'abord comme visée, comme finalité, la personne humaine, parce que on est quand même sur la planète des humains. Et les fondements de l'OIT et la raison pour laquelle ce sont des entrepreneurs qui sont à l'origine de cette organisation, c'est que précisément, il y avait eu une prise de conscience, alors issue de différents mouvements, d'idées, de l'humanisme, du catholicisme social, mais également du marxisme, que précisément il fallait remettre l'humain au cœur de ces questions. Il y avait aussi des questions qui étaient, mais alors bassement matérielles. Vous avez un rapport en France qui est toujours cité au XIXe siècle, qui explique qu'il y a trop de jeunes gens qui, à 18 ans, sont handicapés, qui ont des malformations et qu'on ne peut pas embaucher dans l'armée. Donc il y avait un problème, on n'avait plus de chair à canon. Donc il y a vraiment toutes les idées qui convergent et pas forcément uniquement purement humanistes. Et tout ça pour dire qu'il faut quand même améliorer le sort des personnes au travail.
améliorer le sort des personnes au travail en passant par des règles communes. Et donc les entrepreneurs, eh bien, ont considéré que s'ils amélioraient le sort de leurs travailleurs alors que les autres ne l'amélioraient pas, eh bien, ça faussait la concurrence. Ça a toujours été l'argument contre les progrès sociaux, l'argument contre la baisse de la durée du travail, l'argument au milieu du 19e siècle contre l'interdiction du travail des enfants. Si on ne fait plus travailler les enfants, on va avoir une main-d'œuvre qui va nous coûter trop cher. Si on baisse le nombre d'heures au travail, on va plus pouvoir vendre nos produits, etc. Le discours, on peut le reprendre à toutes les époques, il est toujours le même. Mais au XXe siècle, à travers la mise en place de ces règles communes et également à des niveaux régionaux comme l'Europe, on est arrivé à réguler une certaine concurrence. Le problème vraiment de la mondialisation, c'est que la concurrence se retrouve à nouveau dérégulée. Quand on joue sur le prix de la main-d'œuvre entre le Bangladesh et le Maroc, où on avait déjà depuis très longtemps délocalisé le textile français, par exemple, eh bien, c'est une course quand même toujours à la main-d'œuvre la moins chère et donc contre le respect de la personne. Évidemment, tous ces belles règles et ces beaux principes, c'est très difficile à mettre en œuvre. C'est très difficile à mettre en œuvre. Quand on fait le pari de l'universalisme, ce qu'a fait l'OIT à partir des années donc 1960, quand de nombreux pays ont accédé à l'indépendance, eh bien, il y a deux choses. C'est que d'une part, il faut considérer qu'il y a peut-être des règles qui sont plus essentielles que d'autres, et donc de commencer par exiger le respect des règles essentielles avant de rentrer dans des règles qui peuvent paraître plus techniques. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est l'aspect pratique. C'est-à-dire que c'est joli, je suis sûre qu'un certain nombre d'entre vous, ça fait déjà un moment que c'est joli, toutes ces belles règles, mais dans la réalité, comment est-ce que ça se passe ? Et on sait en plus, à travers tous les documentaires qu'on voit les uns les autres, que dans la réalité, c'est pas toujours très respecté. Eh bien, il y a, à côté du volet normatif, il y a un volet concret de mise en œuvre, de coopération qui est mis en œuvre par le BIT précisément dans beaucoup de pays qui permet de faire évoluer les choses. Je vais vous en donner quelques exemples. Alors d'abord, première chose, on se recentre sur des droits essentiels. Et on voit que dans l'évolution de ces normes, de ces organisations, eh bien, on voit que à partir de 1968, on a des déclarations, comme on avait eu celle de Philadelphie, qui sont des déclarations sur les droits fondamentaux. Et j'ai mis un extrait. Voilà. 1998, on a la Déclaration des droits et principes fondamentaux, avec les 4 grands principes qui sont ici énoncés: liberté d'association, et la reconnaissance effective de la négociation collective. Ça, c'est le fondement même de l'organisation, puisque c'est le tripartisme. C'est ce dialogue entre organisation d'employeurs, organisation de travailleurs, c'est la négociation collective. C'est un chemin que la France prend de plus en plus de manière importante, on en reparlera. Et la liberté d'association, évidemment, c'est la liberté de se regrouper, de former des syndicats, des groupements d'employeurs, des syndicats de travailleurs. Donc, liberté syndicale, négociation collective, premier principe fondamental. Deuxième principe fondamental, l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire.
les séquelles de l'esclavagisme, et il y a encore quelques pays dans lesquels il y a encore du véritable esclavagisme pour des raisons diverses, mais au-delà de l'esclavagisme qui est quand même à peu près éradiqué aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui correspondent à une situation de travail forcé. Et il faut croire que ça se passe que loin de chez nous. On a régulièrement, même si nous avons bien évidemment un arsenal de règles, de lois qui l'interdit, qui le condamne, qui le sanctionne, on a régulièrement sur notre territoire des faits divers qui défraient la chronique, d'esclavagisme moderne, de jeunes qu'on a ramenés dans ses bagages et à qui on a confisqué le passeport pour être des esclaves à domicile. Alors le travail forcé, par exemple, il y a eu une très très grande lutte de l'OIT au Myanmar, l'ancienne Birmanie. On a plus l'habitude en France de continuer à utiliser le terme de Birmanie. Précisément, il y avait beaucoup de travail forcé, du travail forcé qui, sous couvert de corvées villageoises, servait à construire les golfs des généraux ou les maisons, même les résidences, les palais luxueux des généraux qui étaient à la tête de l'État. Le troisième principe fondamental, c'est l'abolition effectif du travail des enfants. Et en 1999, après même cette déclaration, on a eu une très grande convention sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants, pour là aussi mettre l'accent en priorité sur celles qui sont les plus dégradantes pour ces enfants. Et enfin, on a le quatrième grand principe, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Discrimination, évidemment, interdiction des discriminations entre les hommes et les femmes, mais aussi tout type de discrimination à raison de la race, la religion, la nationalité en particulier. Donc, 4 grands principes fondamentaux. Ces 4 grands principes correspondent à 8 conventions déclarées comme fondamentales. Et ce que demande l'OIT aujourd'hui aux États membres, c'est d'abord de ratifier ces 8 conventions. Donc, vous voyez, on focalise aujourd'hui sur la question de ce qu'on appelle les droits fondamentaux. Droits fondamentaux qui sont ici donc des droits économiques et sociaux qui viennent, qu'on considère comme étant une deuxième génération après les droits qu'on connaissait, droits civils et politiques. Tout le monde a entendu parler des déclarations des droits de l'homme, déclaration universelle ou déclaration européenne des droits de l'homme. On a des textes sur les droits de l'homme qui sont des textes qui correspondent aux droits civils et politiques. Les droits de l'homme sont des droits civils et politiques. Liberté d'aller et de venir, liberté d'expression, droit de vote sont des libertés civiles et politiques qui demandent une grande maturité pour les États parce que ça demande à mettre en place des systèmes politiques, juridiques, qui font en sorte que ces droits soient respectés. Donc ce sont des droits de maturité des États, de maturité des démocraties. Mais si ça demande de mettre en place un système politique et juridique, on dit parfois, ça ne coûte pas grand-chose, entre guillemets. Si ce n'est que c'est un pas absolument énorme dans l'évolution de l'humanité que nos sociétés démocratiques. Les droits économiques et sociaux, eux, au contraire, vont nécessiter la mise en place de financements très importants. Nous avons le plus bel exemple en Europe et le seul exemple à peu près abouti, qui est l'exemple européen,
et les 28 pays qui sont membres de l'Union européenne ont tous un système de sécurité sociale. Pas toujours le même, des systèmes qui peuvent être différents, qui ont fait des choix différents à certaines périodes de leur histoire, mais tous les pays de l'Union européenne ont un système de sécurité sociale, ce qui veut dire un système de solidarité, un système qui fait que lorsque l'on se trouve touché par ce qu'on appelle les risques de la vie, que ce soit la maladie, mais que ce soit aussi la maternité, pardon, que ce soit le chômage ou que ce soit le décès de celui qui subvenait aux besoins de la famille, et bien dans tous ces cas, on a mis en place des systèmes de sécurité. Vous avez pu voir, vous voyez, là vous les avez sous les yeux, que dans les 4 principes fondamentaux, on n'a pas ce droit essentiel qui est le droit à la sécurité sociale. Précisément parce qu'on ne peut pas, on n'aurait pas l'accord des États, parce qu'il y a peu d'États dans le monde qui ont des systèmes aussi aboutis, des systèmes qui sont des systèmes de solidarité, et pour le moment on ne peut pas considérer ou demander aux États de mettre en priorité la sécurité sociale. Ceci étant, c'est l'une des priorités d'action de l'Organisation internationale du travail actuellement que de promouvoir ces systèmes de sécurité sociale. Alors, je vois que l'heure avance, il faudra laisser de la place au débat. Je disais des normes, et donc là, on met 8 conventions fondamentales en avant, alors qu'il y en a... je crois qu'on est à 190 aujourd'hui à peu près. Donc l'accent est mis là-dessus. Et une organisation qui est une organisation réaliste, des programmes de coopération qui vont venir soutenir cela. Vous avez des programmes de coopération, par exemple, vous en avez un, je parlais de l'esclavage tout à l'heure, vous avez eu un programme très important au Népal, pour arriver à, concrètement auprès des populations, aider à supprimer l'esclavage pour dette. Ça, c'est quelque chose qui existait dans le droit romain, la prise de corps des personnes qui n'avaient pas remboursé leurs dettes. Fort heureusement, aujourd'hui, nous ne connaissons plus cela. Mais ça existait encore au Népal il y a peu, et il y a eu des actions concrètes qui ont été menées au Népal pour arriver à éradiquer et à transformer donc l'esclavage pour dette en des systèmes de remboursement plus humains, on va dire. Vous avez un autre exemple, par exemple, qui est au Cambodge pour aider au développement de l'industrie textile du Cambodge. Il y a eu un programme qui s'appelle Better Factories et qui est maintenant terminé. Et le programme Better Factories consistait à aider les entreprises textiles en ce sens que les États-Unis s'engageaient, et par le vecteur de l'OIT qui gérait l'action, s'engageaient à accepter sur son territoire un quota fort important de textiles en provenance du Cambodge. Donc il y avait un débouché du textile qui était assuré. Mais la condition, c'était le respect des conventions fondamentales. Pas tant par l'État. L'État on demandait que ça soit ratifié, mis en œuvre, etc. Ça, c'est le côté juridique. Mais on demande également aux entreprises, on est dans une organisation dans laquelle les employeurs sont partie prenante, et on demande aux entreprises de respecter l'interdiction du travail des enfants, par exemple, parce qu'on sait très bien que dans certains pays c'est très difficile, l'interdiction du travail des enfants, aussi des respects en termes de conditions de travail, et
L'inspection, bon, là aussi, on sait qu'il y a des pays où l'inspection du travail est un peu déficiente parce que un peu attirée par une certaine corruption. Donc l'inspection, elle se fait par l'intermédiaire des personnes du BIT régional. Il y a actuellement un programme à côté au Vietnam qui est la Better Work et qui là est un programme sur les syndicats. Je disais tout à l'heure, problème dans les pays où le syndicat est issu du parti, seul parti au pouvoir. Eh bien, il y a une action qui est faite pour qu'à l'intérieur des entreprises, il y ait des syndicats d'entreprises qui se créent, qui seraient des syndicats indépendants. Donc, vous voyez, des actions très très concrètes de ce type qui sont menées pour mettre en œuvre d'une façon concrète ce qui peut paraître parfois peut-être un peu abstrait à travers ces grands droits fondamentaux. Également, on a du côté des entreprises de plus en plus j'évoquais de codes de bonne conduite, alors ça peut prendre des formes diverses parce que ça correspond à des cultures sociales selon les pays. Il y a des chartes d'entreprise, des codes de bonne conduite où les Européens signent, les grandes entreprises européennes signent des accords mondiaux dans lesquels ils s'engagent à respecter les normes internationales du travail. Il y a une déclaration aussi qui concerne les entreprises multinationales, les EMN, les entreprises multinationales, qui ont signé déjà depuis 1971 une déclaration sur les droits du travail dans les entreprises multinationales. Alors ces grandes firmes multinationales s'engagent à respecter, et aujourd'hui on est sur ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, RSE. La RSE, responsabilité sociale des entreprises, dépasse le seul domaine du travail, puisque ça concerne également en grande partie l'environnement. C'est souvent en matière d'environnement qu'on parle également de responsabilité sociale des entreprises. Mais dans cette responsabilité sociale des entreprises, il y a une volonté d'appliquer les règles. Le problème qui se pose, et c'est toujours derrière ça qu'on a un écran de fumée, c'est le problème des sous-traitants. Ce qui est intéressant, c'est que certaines firmes s'engagent également au nom de leurs sous-traitants et font signer des accords à leurs sous-traitants. Et donc il y a certains contrats qui sont conditionnés par le respect d'accords de ce type. Alors, bien sûr, ça n'enlève pas les drames que l'on nous montre. Moi, je ne suis pas sûre que ça soit très médiatique de parler aussi des accords mondiaux de certaines firmes, et de certains qui les respectent ou qui essayent de les faire respecter. C'est certainement moins médiatique et peut-être ça prête moins à l'image lors du 20h qu'un immeuble qui s'effondre. L'immeuble qui s'effondre sur des ouvriers, c'est une réalité dramatique contre laquelle il faut absolument continuer à lutter sur le plan de ces droits fondamentaux, mais il y a des choses qui se font petit à petit. Et je pense que la plus importante sera certainement en réalité la hausse du niveau de vie de ces pays. Quand on voit que la Chine aujourd'hui fait produire au Bangladesh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand la Chine délocalise au Bangladesh, comme après le Bangladesh, je crois qu'il n'y a plus, à moins qu'un jour ça nous revienne et qu'ils fassent produire en France, ça va venir bientôt. Bon, mais il y a les cycles. Voilà, alors j'ose pas vous parler, je laisse plutôt aux questions, les questions de revenir sur les questions d'Union européenne, sur les questions aussi d'échange, d'internationalisation, de mobilité des travailleurs, qui est un autre volet de ces questions de mondialisation. Merci. Deuxième question là. J'étais un peu surpris de votre dernière réaction. Les 1000 morts du Bangladesh,
pas? Vous avez traité ça de manière un peu... Non, non, non. Je crois que excusez-moi, vous avez raison de revenir dessus, parce que surtout si je me suis mal fait comprendre. C'est un drame humain. C'est d'abord un drame humain. Elles ont fait le 20 heures. Et oui, elles ont fait le 20 heures. Elles ont fait 20 heures, elles ont fait 20 heures pendant plusieurs jours, et c'est parfaitement justifié. C'est un drame humain, c'est un drame social. Le seul aspect qu'on puisse peut-être y trouver d'intéressant, c'est que précisément quand ça fait le 20 heures ou l'équivalent dans le monde entier, ça permet une prise de conscience. Jusqu'où va cette prise de conscience? Ça, c'est une autre question. Est-ce que les marques qui ont été désignées, qui sont largement responsables de l'état de l'immeuble qui s'est effondré, est-ce que ces marques ont été boycottées par les consommateurs? Est-ce que ces marques ont eu des problèmes pour payer des dividendes à leurs actionnaires, etc. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle est peut-être des 4 soirs du 20 heures. Peut-être un peu plus, hein, bon, j'exagère peut-être là aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière comme effectivité? Ça pose le problème de l'effectivité de toutes ces normes et celui derrière de la mondialisation de l'économie. Et on voit bien que s'il n'y a pas de rejet des marques qui ont une telle conduite, c'est que l'économie passe avant le social. Mais l'économie et la finance. Donc, ce que je voulais simplement dire dans ma réflexion un peu sarcastique de la fin, c'est que quand ça arrive, il s'agit de tragédies humaines catastrophiques. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne font pas le 20 heures. J'étais donc au Cambodge il n'y a pas longtemps, j'y suis arrivée une semaine après, qu'il y ait eu quand même 4 morts devant les usines par balle tirées par l'armée envoyée par le gouvernement. Alors bon, les autorités doivent en ce moment aller s'expliquer à l'OIT, à l'ONU, etc. Mais bon, on en a moins parlé et malheureusement il y a des drames de ce type qui se passent dans beaucoup de pays. Là. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas d'effectivité du côté des consommateurs, il faut aussi voir qu'est-ce que font les firmes. J'ai vu que, quand même, il y a une réflexion. H&M, qui a été beaucoup désigné dans cette affaire avec d'autres, a décidé de... je sais pas, il va y avoir une petite hausse des prix, paraît-il, du textile chez H&M, parce qu'il y en aurait une partie qui serait réservée pour augmenter les salaires. Bon. Oui. Dans celui d'à côté. C'était une question pas très... mais il y a une cour de justice européenne pour le droit du travail, mais il n'y a pas de cour de justice internationale. C'est une question un peu... Non, c'est une question très intéressante, parce qu'en réalité, il existe une cour de justice internationale. Mais la cour de justice internationale, elle est surtout pour les problèmes entre États. Elle a une jurisprudence importante en matière maritime, par exemple. Du point de vue du droit du travail, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, théoriquement, en théorie, et c'est inscrit dans la constitution de l'OIT, on pourrait aller devant la Cour de justice la Cour de justice internationale. Bon, mais ça, c'est même pas la peine d'y penser. Je crois qu'il y a eu un cas. Non, les différences sont réglées plus, encore une fois, par la négociation. Le conseil d'administration a également cette composition tripartite. Il peut être saisi de plaintes qui sont portées devant lui. Le directeur du BIT est également souvent appelé un peu comme médiateur dans des conflits, surtout des interprétations de textes. Et surtout, il y a auprès du conseil d'administration un comité de la liberté syndicale qui a une certaine forme un petit peu de juridicité. Ce n'est pas une juridiction, mais il y a une certaine juridicité dans ce comité.
Micro. J'ai beaucoup moins confiance que vous dans le progrès de l'attitude des multinationales. Je pense qu'elles ne reculeront jamais que devant la loi et l'obligation. Et là, s'il y a de vagues reculs, effectivement, de quelques entreprises qui se sont engagées par rapport à l'incendie qu'il y a eu au Bangladesh, c'est parce qu'il y a eu pression de beaucoup d'associations, dont Oxfam, et familles CCFD et d'autres associations qui ont fait un gros travail de pression, de signature. Sinon, j'ai absolument aucune confiance en leur capacité à faire des progrès, sinon par la loi. Par contre, vous avez dit des choses qui m'ont touchée au début sur cette question de l'homme au cœur des lois, et en particulier, je me disais, est-ce que c'est possible, selon vous, de faire un salaire minimum international? Alors bien sûr, ça ne peut pas être une somme, on comprend bien qu'on ne peut pas évaluer de la même façon un salaire minimum en France et au Vietnam, mais il faudrait très bien se calculer, comme on le fait actuellement, par rapport par exemple, on est capable d'évaluer un chiffre, la misère, la pauvreté plutôt. On a décidé que c'était la moitié ou un peu plus du salaire médian. Donc on pourrait très bien le faire dans le monde de cette façon-là aussi, en évaluant que par exemple le salaire pourrait être au minimum de 2/3 du salaire médian. Oui, vous avez entièrement raison, et il existe une convention de l'OIT sur le salaire minimum qui doit être fixé un petit peu selon ces critères-là, c'est-à-dire un salaire qui permette aux travailleurs d'assurer sa subsistance dans le pays donc où ce salaire doit être donné. Et il y a en réalité beaucoup de pays dans le monde qui ont un salaire minimum. Et c'est souvent sur ce salaire minimum qu'il y a des revendications. Parce que les revendications sur les protections sociales, c'est très 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 éloigné pour beaucoup de travailleurs. Donc la demande, la première demande de tous les travailleurs, c'est cette demande de hausse des salaires minimums, parce qu'ils sont souvent minimums. Mais c'est aussi un point tout à fait intéressant d'observation de la hausse du niveau de vie de certains pays. Encore une fois, c'est parce que c'est un exemple que je connais bien que je le prends, mais le Cambodge, lorsque j'y allais au début des années 2000, avait un salaire minimum qui était à $25 par mois. Les manifestations de ces temps derniers ont fait grimper de 80 à 95 dans un premier temps, qui a été accepté. Là-dessus, alors ce sont des pays aussi où j'évoquais la maturité politique. Ça s'apprend aussi de négocier, et quand il y a des difficultés dans la négociation des deux côtés. Et il y a eu des revendications qui ont continué. Après tout, 95, ça suffit pas. Et la demande était à $160. Et on les a vus d'ailleurs. Parfois, il y a eu des images qui ont circulé. Cette demande de $160 paraissait mais il y a eu $160, et donc on est au 1er février pour l'industrie textile, le salaire minimum sera $100. Bon, alors parallèlement, le niveau de vie a augmenté, c'est-à-dire que le kilo de riz est plus cher aussi. D'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, d'ailleurs à ce propos-là, il vaut mieux délocaliser en Chine ou au Bangladesh ou au Vietnam que délocaliser en Argentine ou au Chili. Il paraît que c'est dans les pays d'Asie qu'on rend plus service à la classe ouvrière. Effectivement, ça fait faire un saut qualitatif et quantitatif à la classe ouvrière, alors que de l'autre côté, on peut délocaliser en ayant zéro au point de vue saut quantitatif pour ce qui est des salaires. Je voulais te poser une question. Tu as beaucoup évoqué le Bureau international du travail, l'OIT plutôt. Le distinguo subtil qui existe entre, tu vas nous l'expliquer, entre la signature des traités, leur ratification et leur application au niveau des États, en ayant à l'esprit que
l'OIT a un comportement qu'on considère comme étant très pardonnant, parce qu'il permet à pas mal d'États, de par leur culture, de par leur développement social, etc., d'adapter les normes ou de les appliquer avec beaucoup de souplesse. Est-ce que c'est quelque chose Oui, peut... oui, ça c'est tout à fait exact. Bon alors sur le poids, ça c'est vraiment une question de juriste. Je vais essayer d'y répondre de manière courte et claire. Lorsque donc on est dans ce domaine des normes internationales, même si dans le cadre de ces organisations internationales, elles sont adoptées par des espèces de formes de parlements internationaux, les assemblées générales, la conférence internationale dont je parlais tout à l'heure, reviennent à des formes de parlements internationaux. Lorsque donc ces instances adoptent des normes, elles n'en gardent pas moins la nature juridique d'un traité, c'est-à-dire d'un acte qui est dans la sphère internationale et qui doit, pour rentrer dans la sphère nationale et être mis en œuvre au niveau national, suivre une certaine procédure, et chaque constitution décide de sa procédure. En France, donc ça c'est ce qu'on appelle la ratification, et en France, la ratification donc des traités ou conventions internationales passe de manière ordinaire par le Parlement, une loi au Parlement, et de manière exceptionnelle par le référendum. Et c'est le président de la République qui décide de proposer exceptionnellement une ratification au référendum, ce que j'évoquais au début pour les traités européens. Mais ça, c'est ce qui permet de faire rentrer dans l'ordre juridique interne une norme internationale. Alors après, la question qui est derrière ça et qui est très pertinente, c'est celle de savoir si la norme internationale, une fois qu'elle est rentrée dans notre ordre national, elle est applicable directement ou pas. Est-ce qu'elle peut s'appliquer comme n'importe quelle loi adoptée par notre Parlement ? C'est une question très débattue en France et en droit comparé. En France, on a un système qui est un système de hiérarchie des normes. On a une constitution au sommet de la pyramide et les textes qui sont en dessous et qui vont arriver dans un ordre hiérarchique doivent être conformes à la norme supérieure. Et dans cet ordre, on a la constitution, ensuite on a les traités régulièrement ratifiés, en dessous les lois, et après le champ des règlements, les décrets, les arrêtés qui sont pris par le gouvernement. Cette place qui est faite par notre Constitution aux traités, donc aux normes internationales, place a priori ces traités, une fois ratifiés, au-dessus des lois. Alors c'est comme ça qu'effectivement, si j'évoquais les traités européens, une fois adoptés, il s'impose à l'ordre interne, et tout ce qui est dedans s'impose, donc des normes prises au niveau des institutions de l'Union européenne vont être obligatoires en France et dans les 27 autres pays. La question des normes internationales telles que les conventions de l'OIT pose une autre difficulté, c'est qu'en principe, les traités ou les normes internationales s'adressent aux États. Les États signataires s'engagent à. C'est très souvent comme ça que commence le texte. Donc c'est l'État qui s'engage à. Et selon beaucoup de juristes, quand c'est l'État qui s'engage à, il ne peut pas y avoir d'application directe. Il faut que l'État prenne une loi de transposition, c'est-à-dire reprenne dans une loi le contenu de ses obligations internationales. Alors en France, nous sommes très rares dans le monde à le faire. La Cour de cassation, même le Conseil d'État s'y met un petit peu, la Cour de cassation admet une application directe des normes
qu'elle considère comme suffisamment précise et directe pour être d'application donc directe. Je vais vous donner un exemple qui, évidemment, chez nous est fameux, en droit du travail. Et pour une fois que je ne m'adresse pas à des jeunes étudiants qui, petit à petit, se souviennent même pas ce que c'est que le contrat nouvelle embauche. Peut-être que certains d'entre vous ont même défilé contre ce contrat nouvelle embauche. Je vous rappelle, 2006 et 2008, on a eu le contrat première embauche, un coup, et après un contrat nouvelle embauche. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le contrat nouvelle embauche, il y avait une possibilité d'embaucher un salarié, pour une entreprise de moins de 20 salariés, d'embaucher des salariés et d'avoir une espèce de période dite probatoire pendant 2 ans, pendant lesquelles c'était l'équivalent de l'essai, c'est-à-dire que tout était applicable, sauf les règles sur le licenciement. Mais, bon, dans le texte, il y avait un certain nombre de garde-fous. En réalité, on était dans quelque chose qui voulait s'approcher d'une idée de ce contrat unique, c'est-à-dire c'était un mix entre le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée. Bon, sans rentrer dans les détails, on a donc une période de 2 ans qu'on traduit très vite comme étant une période d'essai. Contrairement au contrat première embauche qui a été mort-né, le contrat nouvelle embauche est rentré en vigueur. Donc, il y en a eu qui ont été signés. Et forcément, il y en a eu qui sont retrouvés dans les tribunaux. Et devant les tribunaux, alors là, des épisodes assez difficiles, parce que déjà, comme c'était venu par ordonnance, le Conseil d'État avait été interrogé. Il avait été saisi par les syndicats sur cette question-là, en disant cette période de 2 ans est contraire aux engagements internationaux de la France. Le Conseil d'État avait dit non, parce que politique de l'emploi, c'est justifié, c'est pas contraire aux engagements internationaux de la France. Donc c'est rentré en vigueur. Entrée en vigueur, ça va devant Conseil de prud'homme, puisque donc les salariés qui avaient signé ces contrats, Conseil de prud'homme qu'on appelle Cour de cassation. Cour de cassation considère sur le fondement de la convention numéro 158 de l'OIT sur le licenciement, qui contient un article relatif aux périodes d'essai, disant que les périodes d'essai peuvent effectivement mettre à l'écart les règles sur le licenciement, à condition d'avoir une durée raisonnable. Voilà, ça c'est un texte international, vous voyez. Un texte international, il ne peut pas vous dire, pour 185 pays dans le monde, c'est 2 mois, 1 an ou 2 ans. Donc il vous dit une durée raisonnable, et chacun interprète comme il veut. Et la Cour de cassation de dire, c'est pas raisonnable, 2 ans c'est trop long, c'est pas raisonnable. Et depuis elle a réitéré d'ailleurs en disant aussi que 1 an c'était pas raisonnable, à propos de la période d'essai dans les conventions collectives d'une grande banque, je ne vais pas citer, le Crédit Agricole, pour ne pas le citer, dans la convention collective, pour les cadres, il y avait période d'essai de 6 mois renouvelable 1 fois. Mais c'était dans la convention collective. Et arrivé dans la Cour de cassation dit, ah ben non, c'est pas possible, même si c'est une clause d'une convention collective, c'est contraire aux engagements internationaux de la France, convention numéro 158 de l'OIT, c'est pas raisonnable. Donc ça c'est une position française. Nous sommes vraiment très peu, il y a très peu de juridictions dans le monde qui font une application directe. Mais ça c'est un exemple, elle le fait pour d'autres conventions dès lors qu'elle considère que c'est suffisamment précis. La dernière fois vous aviez parlé de la différence entre le droit conquis et le droit octroyé. Est-ce que le droit international ne reflète pas un peu cette différence entre le droit conquis et le droit octroyé, dans la mesure où ce qu'on voit apparaître comme les principes fondamentaux, qui sont quand même vraiment à minima, quoi.
la reconnaissance effective du droit de négociation collective. C'est vraiment le minimum du minimum de se mettre autour d'une table. Il n'y a pas du tout, par exemple, n'apparaît pas du tout le droit de grève. Voilà. Donc, est-ce que ça ne reflète pas quand même un état des nations qui ont pris ces décisions-là, c'est-à-dire politiquement, un nombre de nations quand même relativement libérales et qui imposent aux autres des grands textes, enfin des grands principes qui restent lettre morte, puisque vous avez dit également qu'aucune juridiction ne veillait à l'application de ces principes. Ça se faisait en gros par négociation, sans doute un petit peu certains moments des pressions quand c'est vraiment trop visible et que c'est pas trop toléré dans les sociétés occidentales. Donc est-ce que c'est pas un peu un cache-misère pour le droit international actuel? Je ne suis pas normande, mais je vous dirais bien oui et non. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les droits fondamentaux depuis que l'expression est à peu près inscrite dans les facultés de droit, c'est-à-dire à peu près depuis les années 90. La notion même et l'expression de droits fondamentaux, moi j'ai soutenu ma thèse en 1992, c'était sur le droit au logement, et je peux vous dire qu'à ce moment-là, on ne parlait pas de droits fondamentaux. Donc c'est arrivé à peu près à ce moment-là, c'est à peu près concomitant. Donc c'est vraiment une expression qui est récente et qui veut allier à la fois les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux. Alors on considère ça plutôt comme des très grands droits, mais en même temps, et vous avez raison, c'est un rempart à minima. Alors c'est un rempart qui peut paraître assez flamboyant par rapport à des règles internes. Par exemple, sur un plan interne, national, français, par rapport à des clauses de résidence, par exemple, les clauses de résidence dans les contrats de travail ne sont plus du tout valables parce que elles se heurtent au droit à une vie familiale normale. Donc on ne peut pas demander à un salarié de résider dans la ville où il travaille ou à proximité, c'est le choix du domicile. Donc ça c'est la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, donc Convention européenne qui a sa cour là, parce que c'est la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme a pour les pays concernés une très grosse influence sur les ordres juridiques nationaux. Donc, à un niveau régional, on peut dire que ces droits ont une importance assez considérable et une importance hiérarchique sur les droits nationaux. Maintenant, dans des pays qui sont des pays émergents ou en développement, on est dans du droit octroyé, si vous reprenez effectivement cette expression que j'avais utilisée. Ce droit octroyé, c'est le droit effectivement international. C'est-à-dire que c'est l'exemple type. On fait un programme de coopération. Les États-Unis subventionnent par l'intermédiaire de l'OIT qui va monter le programme, subventionnent en fait le textile cambodgien et les industries du textile cambodgien, parce qu'en réalité ça passe par du privé, hein. Les industries du textile cambodgien s'engagent à respecter et à admettre aussi les contrôles qui sont faits par les contrôleurs. L'effet que ça a produit, et d'un point de vue économique, ça a été un investissement assez important, vraiment très important, dans des usines textiles qui ont été installées dans ce pays, par des capitaux qui étaient des capitaux essentiellement chinois, vietnamiens et maintenant coréens. C'est-à-dire que ça fait venir des capitaux de l'extérieur et ça crée de l'investissement et donc de l'emploi dans le pays. Et ce qui fait qu'après on voit quand même une hausse du niveau de vie. Mais c'est vrai que dans ces pays-là, on est dans des droits fondamentaux comme des droits à minima, mais avec une espèce de contrôle. C'est pour ça aussi que des pays comme le Myanmar, par exemple, pendant longtemps, a été menacé d'exclusion, mais l'OIT n'a jamais été jusqu'à l'exclusion, tout simplement parce qu'il vaut mieux l'avoir à l'intérieur et pouvoir le surveiller au moins un peu,
que de le mettre dehors et de plus pouvoir savoir ce qui s'y passe. Alors, précisément, quels sont les moyens dont dispose l'OIT pour assurer un certain nombre de, on va dire, des contrôles, pour être plus gentil avec les États qui sont évidemment très sourcilleux, des moyens d'audit, d'évaluation, donc quels sont les moyens? Et derrière ça, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'on a l'intention de créer un peu l'équivalent de ce qui existe en matière financière sur la solvabilité des États ou ce qui existe en matière de sécurité aéronautique et de bien d'autres indices internationaux reconnus par l'ensemble des États qui permettraient aussi bien aux citoyens de ces États qu'aux États eux-mêmes ou aux acteurs économiques comme les employeurs ou les donneurs d'ordre de pouvoir savoir quel est le type de risque qu'ils prennent en donnant des commandes dans tel ou tel pays, Myanmar ou autre. Le 5A du droit social. Le 5A du droit social. Par exemple. Alors bon, sur ce plan, déjà, à partir du moment où il a été décidé qu'il n'y avait pas de clause sociale, c'était tout le débat sur la clause sociale à l'OMC, où justement il fallait que le social serait rentré dans les critères de concurrence. À partir du moment où ça a été éliminé, et ça c'est le grand drame, mais c'est très significatif. L'OMC, c'est 1994 les discussions, et 1995 la signature. Et donc c'est récent, et c'est vraiment, je crois, une autre vision du social et de l'homme au cœur de ses relations et des relations de travail. C'est le capital qui revient vraiment comme élément central, et l'homme, lui, a peut-être plus tendance à redevenir une marchandise. Donc là, il y a un vrai problème. Ensuite, c'est pas tant par les États, je crois que ça peut se faire, mais et j'en reviens peut-être à un peu la dernière réflexion que j'avais, c'est plus par les entreprises. Malgré tout, il y a de la responsabilité sociale des entreprises. Et cette responsabilité sociale, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a aussi la manière dont c'est reçu, c'est-à-dire qu'ils ont des consommateurs. À la suite du Bangladesh, moi je crois qu'il est très regrettable qu'il n'y ait pas eu des vrais boycotts. Parce que la seule façon d'appuyer, c'est de passer par les consommateurs. Vous évoquiez les associations. C'est tout à fait vrai. Et il y a eu des boycotts de consommateurs qui ont abouti, comme il y a des prises de conscience qui sont faites par l'intermédiaire des associations. Mais il y a aussi des entreprises qu'on arrive à piéger, entre guillemets, par le biais de leurs engagements. Et il y a une affaire qui est célèbre, qui est l'affaire Nike aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que les entreprises américaines, il y a des cultures derrière ça. Les entreprises américaines veulent bien faire de la responsabilité sociale, mais considèrent que c'est l'affaire de l'entreprise, de l'employeur. Donc il n'y a pas d'accord. Les accords mondiaux, internationaux, ça c'est beaucoup plus européen. Du côté américain, donc on fait des chartes de bonne conduite, des codes de bonne conduite ou des chartes d'entreprise. Et dans les chartes d'entreprise, on s'engage à. Et Nike s'était engagé et avait fait de la publicité sur ses engagements, et en particulier, les produits n'étaient pas fabriqués par des enfants. Jusqu'au jour où il a été révélé par des journalistes d'investigation que si les Nike étaient bien fabriqués par des enfants. Et là, parce que c'est devant la justice américaine et que chaque pays a son propre système juridique et judiciaire, c'est par le biais de la publicité mensongère que Nike a pu être condamné parce que c'est pas sur ses engagements. Et c'est pas sur les lois sur l'interdiction du travail des enfants, c'est sur... Mais ça, c'est parce que c'est les logiques juridiques de chaque pays. Et c'est là que les organisations non gouvernementales font un travail formidable, parce qu'elles font un travail de terrain et selon les pays. Et donc, il faut que vous preniez des avocats américains si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez faire ça. Et là, on va vous dire, il n'y a pas de possibilité sur le terrain du travail des enfants. En France, on aurait pris un autre, mais l'important c'est la condamnation. Et l'important c'est la mise en avant. Les Américains nous ont habitués à cette subtilité de trouver un biais pour condamner quelqu'un.
Vous avez peut-être en mémoire Al Capone. On n'a pas coincé parce qu'il tuait des gens dans la rue, on l'a coincé pour le non-paiement de ses impôts. Pour revenir à votre question tout à l'heure en disant est-ce que c'est un droit octroyé aux conquis, malheureusement dans les instances internationales et en l'occurrence l'Organisation internationale du travail, ça marche plus par le consensus et le compromis que par la confrontation. Je l'ai visité en 1971 avec l'Institut du droit du travail et j'ai été très très étonné de la civilité et du calme des gens qui étaient censés représenter les États, des syndicats, etc. Ça m'a semblé très très consensuel. Donc il ne faut pas s'attendre qu'une organisation comme ça produise du conflit ou produise de la conflictualité. La question que je voulais te poser, c'est justement toutes ces velléités de contournement des droits internationaux du travail par le biais de la création de zones franches. C'est le Mexique. Qui est très très à la mode en ce moment. J'ai en souvenir Euro Disney, quand il a voulu s'établir en France, qui est le pays le plus visité en Europe, et effectivement c'est le pays adéquat pour créer un Euro Disney, parce qu'il y a des millions et des millions d'Européens qui le visitent, etc. Euro Disney a demandé à créer une zone franche, c'est-à-dire distincte du droit français. Ils voulaient complètement faire fonctionner Euro Disney avec leur loi interne américaine. Un autre exemple, c'est le Club Med, que tout le monde connaît. Le Club Med, à l'intérieur de la France, il obéit au droit français, mais à l'extérieur, dans tous les villages internationaux, de par le monde, il a adopté le droit anglais, qui est beaucoup plus libéral, moins contraignant. Voilà un petit peu ces subtilités avec lesquelles l'internalisation du capital et la mondialisation jouent de façon très subtile. Oui, sur le dernier point, c'est le deuxième volet que je n'ai pas du tout abordé, que je pensais avoir le temps de faire, qui est celui de la mobilité des travailleurs et de la loi applicable aux travailleurs. Je pensais dire un mot sur les questions qu'on appelle de détachement, parce que c'est quand même des questions qui sont actuellement très débattues en France notamment, puisqu'on a réussi à trouver un petit accord, mais ça c'est la question de savoir quand un travailleur exerce sa faculté de libre circulation, quelle est la loi applicable aux travailleurs. Alors, vous avez des règles sur la libre circulation des travailleurs, vous avez des règles sur la liberté de prestation de services, puis vous avez des règles sur la liberté d'établissement. Donc le Club Med, il a une liberté d'établissement, il s'établit dans un pays, quels sont les travailleurs qui travaillent au sein de ce pays. La possibilité qu'il y a, et même en France, je sais que le Club Med a beaucoup de travailleurs qui sont sous la loi anglaise et le régime de protection sociale anglais, mais s'ils sont malades en France, ils sont évidemment soignés selon la sécurité sociale française. La possibilité qu'il y a, c'est la possibilité de prestation de services. Donc vous avez la liberté d'établissement, possibilité d'installer par exemple un club. La liberté de prestation de service, c'est différent, c'est de mettre à disposition du personnel pour effectuer une activité selon un contrat commercial qui a été signé. Là, je reviendrai sur le plombier polonais, parce qu'il y a quand même une époque où on a beaucoup parlé de plombier polonais en France. Le plombier polonais, on n'a jamais su qui il était. On ne s'est jamais posé la question du statut juridique du plombier polonais. Qui peut me dire si le plombier polonais était un artisan indépendant,
était un salarié d'une entreprise polonaise, on ne sait pas qui était le plombier polonais, ou simplement un plombier qui venait avec sa sacoche chercher du travail en France. 3 statuts différents pourtant. Le plombier qui est en fait, là, je sais pas pourquoi on parle même plus de plombier, on va dire le travailleur. Alors c'est les travailleurs roumains là, qui viennent en France, ou les Polonais qui allaient en Irlande. Là, c'est le travailleur qui exerce son droit de liberté de circulation au sein de l'Europe pour aller trouver du travail ailleurs. Bon, la nationalité a peu d'importance puisqu'on est à l'intérieur de l'Union européenne, liberté de circulation, citoyenneté européenne. Nous sommes tous citoyens européens sur le territoire des 28 États membres. Donc un travailleur national de l'un des pays membres peut être librement embauché. Ceci étant, il y avait une période transitoire qui vient juste de se terminer pour les Roumains et les Bulgares. Il y a pour les Croates encore une période transitoire qui s'ouvre. Donc, liberté de circulation. Donc finalement, notre plombier polonais, il pouvait être embauché par une entreprise française de plomberie au même tarif que ses camarades. Bon, celui-là, il ne posait pas de problème. Alors, c'était le plombier polonais. Alors, est-ce que c'était un artisan lui-même, travailleur indépendant, qui venait effectuer une prestation de service? Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il répondait à un appel d'offres. Et il ressemblait à ce moment-là en situation assez à un salarié d'une entreprise installée en Pologne qui, par le jeu des appels d'offres, qui doivent être aujourd'hui des appels d'offres européens dès lors que ça dépasse un certain montant, par le jeu des appels d'offres, réponse à un marché. Là, effectivement, le coût de la main-d'œuvre joue dans les domaines où il y a beaucoup de main-d'œuvre, et donc il envoie ses salariés travailler en France pour exécuter le contrat qu'il a eu. Ça, c'est le cadre de la prestation de service. Alors, ceci étant, on reproche beaucoup au droit de l'Union européenne de dire que dans ces cas-là, c'est la loi du pays d'origine. Ben oui, c'est un salarié polonais, il travaille en Pologne et il va ponctuellement en France. Donc, c'est son droit habituel. On n'a jamais mis en cause le fait que lorsque c'est un ingénieur de chez Renault qui est envoyé en Roumanie pour suivre l'installation de la chaîne de la Logan, il relève encore de la loi française. Mais qui demande que l'ingénieur de chez Renault soit soumis au droit roumain? Non. Et donc c'est pareil. Le droit le plus favorable aux travailleurs qui doit s'appliquer. Oui, mais c'est... Là, ça marche dans les deux sens. Oui, mais il y a derrière ça, donc il y a une règle de principe qui est effectivement la loi du pays d'origine. Ce que je vais d'abord dire dans un premier temps, c'est que la loi du pays d'origine, elle est normale dès lors qu'on est dans du détachement, qui est du détachement temporaire, et selon les textes, et là les dernières discussions qu'il y a eu, le dernier accord, il est uniquement pour dire ce serait bien qu'on applique un peu plus strictement les textes. On n'est pas allé beaucoup au-delà. Hein. Donc les textes, effectivement, si on les appliquait strictement, c'est le détachement est une période temporaire qui concerne un travailleur qui a déjà un contrat de travail, donc il y a déjà eu au moins exécution de son contrat de travail dans son pays d'origine, et il est envoyé temporairement dans un autre pays. Après, il y a tout le problème du contrôle, il y a tout le problème en réalité du travail au noir qu'il y a derrière ça et du non-respect. Et alors, dans le pays d'accueil, il y a ce qu'on appelle noyau dur, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles du pays d'accueil qui doivent s'appliquer. Et les travailleurs qui viennent en France, par exemple, sont soumis au régime des conventions collectives. De ce point de vue-là, on a un régime de conventions collectives qui est plutôt favorable aux travailleurs, parce qu'on a un système de convention collective qui s'étend, qui est largement, et donc qui n'est pas un système uniquement d'entreprise. Mais là, peut-être que je peux, dans les 5 minutes qui me restent, vous parler quand même du problème que ça pose, à travers un arrêt qui a été très très décrié de la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'il marque vraiment les limites de cette liberté de circulation, liberté de prestation de services,
les difficultés que ça pose pour certains pays. C'est l'affaire dite Laval, donc ça a donné son nom à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en décembre 2008. Il s'agit donc d'un appel d'offres pour la construction, je ne me rappelle plus si c'est une école ou une prison, enfin bref, d'un bâtiment. Appel d'offres par une collectivité territoriale et une entreprise lituanienne répond et est retenue, je crois, pour la maçonnerie. Et donc envoie ses salariés sur le chantier. En Suède, la pratique de la négociation collective n'est pas du tout la même que chez nous. En Suède, il n'y a quasiment pas de code du travail parce que c'est la loi des partis à travers la négociation collective, qui est largement une négociation décentralisée. Sur les chantiers, quand un grand chantier comme ça s'ouvre, ce sont les syndicats qui arrivent d'abord, les représentants syndicaux, et qui disent bon, ben maintenant on va négocier la convention collective du chantier, pour la durée du chantier, dans laquelle il y a en particulier la fixation du salaire minimum. Il n'y a pas de salaire minimum national, mais il y a des salaires minima par le biais des conventions collectives. Et donc nos syndicats suédois arrivent, disent il faut négocier. Les travailleurs lituaniens arrivent, ils disent nous on vient pour travailler. Ils appellent leur patron, et disent on ne peut pas travailler parce qu'il y a les syndicats suédois qui nous empêchent. Ils disent, ben, ça, il n'y a pas de question, vous devez travailler parce que nous on n'est pas soumis aux syndicats suédois. Tout ça se retrouve après quelque temps devant les tribunaux et questions posées par les tribunaux suédois à la Cour de justice de l'Union européenne qui répond que, en l'occurrence, c'est un système de convention collective qui n'est pas un système général et donc qui n'a pas à s'appliquer aux travailleurs lituaniens. Et là, c'est la reconnaissance par la Cour de justice de l'Union européenne de la possibilité de faire du dumping social. Et dans les arrêts, il est bien dit que de toute façon, c'est un avantage concurrentiel des pays nouvellement arrivés. Et donc là, c'est effectivement une régression, alors que la Cour de justice de l'Union européenne, quand c'était encore la Cour de justice des communautés européennes, au contraire, avait été à certaines époques très progressiste dans un certain nombre d'analyses sociales et a beaucoup aidé à la construction du droit social européen. Mais les positions, là, depuis l'ouverture à l'Est, sont des positions qui sont guidées par une raison beaucoup plus économique que sociale. Et en plus, qui sont très destructrices, vous voyez dans cet exemple, très destructrices des cultures juridiques nationales. Parce qu'on voit bien que nous, on ne fonctionne pas du tout comme ça en France, mais du coup, la Suède a été obligée de revoir sa législation. Voilà, donc tout à l'heure je voulais finir sur quelque chose de plus réjouissant. Il y a des entreprises qui essayent d'être responsables, mais c'est vrai que ça reste encore très difficile et on est dans un monde du travail qui est maintenant dépassé par l'économique et la finance. C'est pas pour clore le débat, justement, c'était là ma prochaine question. L'émergence de l'OMS dans cette course justement à la dérégulation internationale. OMS ou OMC ? L'OMC. L'OMC. Les velléités du bureau le Fonds monétaire international, quand ils conjuguent un petit peu leurs actions, on a l'impression qu'ils vont à l'encontre de tout ce construit justement de l'Organisation internationale du travail. Est-ce que tu peux nous dire en matière de prospective quels sont les enjeux, étant donné qu'on pousse beaucoup plus les États à moins réguler,
et que la faiblesse malheureusement des syndicats à l'échelon international est plutôt dans une période atonique. Je vais peut-être répondre par une queue de poisson, étant donné l'heure, et renvoyer à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, dans donc, cette présentation de quel droit du travail dans une Europe en crise, on va entre autres évoquer la Grèce, puisque on a une collègue grecque qui faisait partie du projet. Et la Grèce est très soumise à ce qu'ils appellent la Troïka. Et ils ne peuvent pas supporter la Troïka. Et précisément les diktats qu'il peut y avoir de la part de ces organisations. Là aussi, parfois, il peut y avoir des actions qui sont intéressantes quand les organisations se conjuguent, quand la Banque mondiale soutient, par exemple, des projets qui sont menés par le BIT. Et ça peut être intéressant. En revanche, quand c'est effectivement le FMI, la Banque centrale européenne et la Commission européenne qui s'associent pour imposer leur vue à un État qui se croyait encore souverain, là, manifestement, ça pose plus de difficultés, et le social, il est en tout cas établi, et j'arrêterai là-dessus, il est en tout cas établi que toutes ces mesures d'austérité n'ont rien fait pour améliorer l'emploi. On peut conclure bien. Merci à tous et bonne soirée.